Le garçon de 9 ans se figea au milieu du trottoir bondé lorsqu'il entendit les mots en mandarin. Ses mains moites serrèrent la boîte de chewing-gum contre sa poitrine, tandis que les deux hommes en costume passaient devant lui sans le regarder. La voix du plus grand résonnait clairement à ses oreilles. 50 millions disparaissent vendredi. Il ne s'en rendra compte que lundi. Les jambes de Thomas tremblaient. Il connaissait cet accent, cette cadence. C'était identique à la façon dont Madame Liu parlait lorsqu'elle habitait dans l'appartement à côté du sien, avant de retourner en Chine. Pendant 2 ans, elle lui avait enseigné la langue en échange d'aide pour faire les courses. Personne ne croyait qu'un garçon pauvre de Chicago savait parler le mandarin. Même sa mère ne le prenait pas au sérieux. Mais maintenant, immobile devant la Millennium Tower, le gratte-ciel le plus luxueux de la ville, Thomas venait de comprendre chaque mot d'une conversation qui n'était pas destinée à ses oreilles. Et le nom mentionné par les hommes fit s'emballer son cœur, Richard Caldwell. Tout le monde à Chicago connaissait Richard Caldwell. Le milliardaire du bâtiment apparaissait dans les journaux, à la télévision, sur les panneaux publicitaires disséminés dans toute la ville. Son entreprise, Caldwell Construction, était à l'origine de la moitié des immeubles modernes qui transformaient l'horizon urbain. Mais pour Thomas, Richard Caldwell était plus qu'un visage célèbre. 3 mois plus tôt, un jour de pluie torrentielle, Thomas vendait des chewing-gums à l'angle de Michigan Avenue lorsqu'il trébucha dans une flaque et tomba face contre terre. Ses chewing-gums se répandirent sur le trottoir boueux. Il était sur le point de pleurer lorsqu'une main ferme l'aida à se relever. « Ça va, garçon ?» La voix était grave, gentille. Un homme aux cheveux grisonnants et au costume impeccable se baissa et commença à ramasser les chewing-gums mouillés. « Combien en as-tu perdu ?»« 15 boîtes, monsieur, » murmura Thomas, honteux. C'était 45 $ sur lesquels sa mère comptait pour payer la facture d'électricité. L'homme sortit son portefeuille et lui tendit 100 $. « Achète de nouveaux chewing-gums. Et garde un manteau dans ton sac pour les jours comme celui-ci. » Il sourit et disparut dans la foule avant que Thomas ne puisse le remercier correctement. Ce n'est que plus tard, en voyant un journal abandonné dans le métro, que Thomas découvrit qui était cet homme. Richard Caldwell. Le milliardaire qui aurait pu ignorer un garçon sale tombé dans la rue s'était arrêté pour l'aider. Depuis lors, Thomas gardait ce souvenir comme un trésor secret. Et maintenant, 3 mois plus tard, il venait d'entendre 2 inconnus planifier le vol de 50 millions de $ à ce même homme. Thomas regarda autour de lui. Les 2 Chinois entrèrent dans le hall de la Millennium Tower, où se trouvait le bureau de Caldwell Construction. Il se mordit la lèvre. Il devait prévenir quelqu'un. Mais comment ? Un garçon de 9 ans qui vendait des chewing-gums ne pouvait pas simplement entrer dans un bâtiment pareil et demander à parler à un milliardaire. Il essaya quand même. Le vigile à l'entrée le regarda comme s'il était invisible. « Circule, gamin. Ce n'est pas un endroit pour les vendeurs ambulants. Mais j'ai besoin de parler à monsieur Caldwell. C'est urgent. » « Bien sûr que tu en as besoin. » L'homme rit. Comme les 50 autres qui apparaissent ici tous les jours en voulant lui parler. « Dégage d'ici avant que j'appelle la police. » Thomas recula, le visage brûlant d'humiliation. Il tenta d'expliquer la conversation en mandarin, mais le vigile lui avait déjà tourné le dos. Un couple élégant passa devant lui en riant, comme si sa présence était une plaisanterie. Il passa tout l'après-midi à essayer. Il appela le numéro de l'entreprise depuis une cabine téléphonique, mais la secrétaire raccrocha dès qu'elle se rendit compte que c'était un enfant. Il tenta d'envoyer un email depuis la bibliothèque publique, mais le message alla probablement directement dans les courriers indésirables. Il retourna au bâtiment en fin de journée et fut de nouveau expulsé. Quand la nuit tomba, Thomas était assis sur la marche d'un immeuble abandonné, la boîte de chewing-gum vide à côté de lui. Il avait tout vendu, mais l'angoisse dans sa poitrine pesait plus que la faim. Demain serait jeudi. Vendredi, 50 millions disparaîtraient. Et il ne pouvait rien faire. « Pourquoi tu pleures, mon fils ?» La voix de sa mère était fatiguée lorsqu'il arriva à la maison. Elle travaillait 16 heures par jour à nettoyer des bureaux. « Maman, j'ai besoin de parler à Richard Caldwell. »« C'est sérieux. J'ai entendu. »« Thomas, on a déjà parlé de ça. » Elle soupira en enlevant ses chaussures usées. « Tu ne peux pas continuer à inventer des histoires. Cet homme est milliardaire. Il n'a pas de temps à perdre avec un enfant. » « Mais je n'invente rien. J'ai entendu 2 hommes parler en mandarin qui vont le voler. » Sa mère ferma les yeux. « Toi et cette histoire de chinois. Madame Liu est partie, Thomas. Oublie cette phase. Demain tu vendras tes chewing-gums, et c'est tout. Pas d'histoire. » Cette nuit-là, allongé sur le mince matelas qu'il partageait avec son petit frère, Thomas ne réussit pas à dormir. La voix des hommes résonnait dans sa tête. Il avait compris chaque mot. Il n'y avait aucun doute.
Ils avaient mentionné des documents falsifiés, des virements bancaires, des comptes dans des paradis fiscaux. Ils avaient parlé d'un projet appelé Immeuble Aurora et de la façon dont Richard Caldwell ne découvrirait jamais le détournement avant qu'il ne soit trop tard. Jeudi matin, Thomas prit une décision. Si personne ne le croyait parce qu'il était pauvre, il devait le prouver autrement. Il lui fallait des preuves. Il retourna à la Millennium Tower avec un plan différent. Il n'essaya pas d'entrer. Au lieu de cela, il resta dehors à observer. À 10 heures du matin, les deux hommes arrivèrent de nouveau. Cette fois, Thomas les suivit discrètement jusqu'à un café situé 3 pâtés de maison plus loin. Il s'assit à une table proche, faisant semblant de faire ses devoirs dans un cahier froissé. Les hommes parlaient à voix basse en mandarin, mais Thomas captait des fragments, documentation approuvée. Compte configuré. Virement automatique vendredi à 9 heures du matin. Le plus grand s'appelait Zhang. L'autre, plus petit et nerveux, était appelé Li. Ils rirent en mentionnant à quel point ce serait facile. Richard Caldwell signait des centaines de documents par semaine. Un de plus, avec des logos parfaits et un langage technique, passerait inaperçu. Thomas nota tout ce qu'il put dans le cahier. Nom, horaire, mots-clés. Quand les hommes partirent, il les suivit jusqu'à un cabinet d'avocats du centre-ville. Il nota l'adresse. Mais ce n'était toujours pas suffisant. Personne ne croirait un enfant avec un cahier griffonné. Alors Thomas eut une idée risquée. S'il ne pouvait pas parler à Richard Caldwell, peut-être pourrait-il parler à quelqu'un de proche de lui. Quelqu'un qui travaillait dans l'entreprise. Quelqu'un qui pourrait transmettre le message. Sur Internet, à la bibliothèque, il fit des recherches sur Caldwell Construction. Il trouva des noms de cadres, de directeurs, de responsables. Un nom attira son attention, Jennifer Hay, directrice de la conformité. La description disait qu'elle était responsable de la prévention des fraudes et de la garantie que toutes les opérations étaient légales. C'était elle. Ça devait être elle. Thomas découvrit que Jennifer déjeunait tous les jours dans le même restaurant, à 2 pâtés de maison du bureau. Vendredi matin, il était là, attendant dehors, le cœur battant à tout rompre. Quand la femme aux cheveux roux et aux lunettes élégantes sortit de l'immeuble, Thomas prit une grande inspiration et s'approcha. « Madame Hay, s'il vous plaît, vous devez m'écouter une minute. » Juste une minute. Elle le regarda avec surprise, mais ne fut pas impolie. « Qu'y a-t-il, garçon ? Je sais que vous ne me connaissez pas. Je sais que ça a l'air fou. Mais 2 hommes vont voler 50 millions de dollars à M. Caldwell ce matin. À 9 heures. Et je les ai entendus tout planifier. » Jennifer s'arrêta. Quelque chose dans le désespoir du regard de Thomas la fit hésiter. « Comment sais-tu ça ? » « Je les ai entendus parler. En mandarin. Ils ne savaient pas que je comprenais. » La femme croisa les bras. « Tu parles mandarin ? » ?»« Oui, madame. Je peux le prouver. » Et là, au milieu du trottoir animé de Chicago, dans un acte de courage qui allait tout changer, Thomas commença à répéter, mot pour mot en mandarin, exactement ce qu'il avait entendu 3 jours plus tôt. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. Laissez dans les commentaires ce que vous en avez pensé jusqu'à présent et de quelle ville ou de quel pays vous regardez. Votre participation fait toute la différence pour continuer à proposer des histoires incroyables comme celle-ci. Jennifer cligna des yeux 2 fois, complètement immobile. Les mots en mandarin qui sortaient de la bouche de ce garçon sale de neuve en étaient fluides, précis, impossibles. Elle avait étudié la langue à l'université et reconnaissait un accent authentique lorsqu'elle l'entendait. « Attends. Répète la partie sur les documents. » Thomas obéit, reproduisant exactement ce que Zhang avait dit au sujet de papier falsifié avec le logo de Caldwell Construction. Jennifer sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce n'était pas une invention d'enfant. C'était trop spécifique. Trop technique. Entre dans le restaurant avec moi. Maintenant. 10 minutes plus tard, assis à une table au fond, Jennifer tapait furieusement sur son ordinateur portable pendant que Thomas répétait chaque détail dont il se souvenait. L'immeuble Aurora. Le virement à 9 heures du matin. Un compte dans un paradis fiscal. Des noms, Zhang et Li. Un cabinet d'avocats sur Harrison Street. Mon Dieu, murmura Jennifer, les doigts tremblants sur le clavier. Le projet Aurora est réel. 52 millions en matériaux importés de Chine. Le virement est programmé pour dans. Elle regarda l'horloge, 37 minutes. Thomas sentit son estomac se nouer. Alors vous me croyez? Je n'ai pas le choix. Tu viens de décrire des détails que seules 3 personnes dans l'entreprise connaissent. Jennifer prit son téléphone. Nous devons prévenir Richard. Maintenant. L'appel fut pris à la 2e sonnerie.
Jennifer? Je suis en réunion. Richard, nous avons une situation. Code rouge. J'ai besoin que tu annules immédiatement tout virement lié au projet Aurora. Silence à l'autre bout. Puis, de quoi parles-tu? Quelqu'un essaie de détourner 50 millions. Je t'explique en personne. 5 minutes. Ne signe rien avant que j'arrive. Jennifer raccrocha et regarda Thomas. Tu viens avec moi. Tu devras tout répéter devant lui. Le trajet jusqu'à la Millennium Tower fut un flou. Thomas n'avait jamais marché aussi vite. Jennifer avançait presque en courant, ses talons frappant le béton comme des tambours de guerre. Lorsqu'ils arrivèrent dans le hall, le même agent de sécurité qui avait expulsé Thomas les regarda, confus. Il est avec moi, Paul. Laisse passer. Le bureau de Richard Caldwell occupait tout le 40e étage. Des fenêtres du sol au plafond montraient Chicago entière au pied de cet empire. Thomas se sentit minuscule en entrant dans la salle de réunion où le milliardaire attendait, entouré de 4 dirigeants au visage tendu. Richard leva les yeux et fronça les sourcils. « Je te connais. » « Le garçon au chewing-gum, » dit Thomas à voix basse. « Vous m'avez aidé sous la pluie. » Quelque chose changea sur le visage de Richard. La dureté corporative se dissipa pendant un instant. « Je m'en souviens. Mais que se passe-t-il ici, Jennifer ?» Il a entendu une conversation. En mandarin. Entre 2 hommes qui projettent de vous voler. L'un des dirigeants rit. « Vous nous avez sortis d'une réunion à cause d'un enfant. » « Laisse-le parler, » dit Richard en ignorant l'homme. Ses yeux ne quittaient pas Thomas. « Raconte tout. Depuis le début. » Thomas raconta. Chaque mot. Sa voix tremblait, mais il ne s'arrêta pas. Il décrivit Agnelli, répéta la conversation en mandarin, expliqua le projet Aurora, mentionna le cabinet sur Harrison Street. Lorsqu'il termina, le silence dans la salle était total. Richard se tourna vers son assistante. « Sors tous les documents du projet Aurora. Maintenant. » 5 minutes plus tard, la table était couverte de papier. Richard feuilletait contrat après contrat, la mâchoire de plus en plus crispée. Puis il trouva un document d'approbation de virement, signé électroniquement par lui la semaine précédente. Il semblait légitime. Logo parfait. Langage juridique impeccable. Mais le numéro du compte de destination. Ce n'est pas notre fournisseur chinois, dit Richard d'une voix dangereusement basse. Jennifer, trace ce compte. Pendant qu'elle travaillait, Richard garda les yeux fixés sur Thomas. Comment as-tu appris le mandarin? Madame Liu, ma voisine. Elle m'a appris pendant 2 ans avant de retourner en Chine. Et pourquoi es-tu venu m'avertir? Tu aurais pu ignorer. Continuer ta vie. Thomas avala sa salive. Parce que vous avez été gentil avec moi quand personne n'était obligé de l'être. Vous ne m'avez pas traité comme si j'étais invisible. Quelque chose brilla dans les yeux de Richard. Peut-être de la reconnaissance. Peut-être du remords pour toutes les fois où lui-même avait ignoré des gens comme Thomas. J'ai trouvé, dit Jennifer en tournant l'ordinateur portable. Le compte est enregistré au nom d'une société écran aux îles Caïmans. Créée il y a 6 mois. Les directeurs listés sont. Elle s'interrompit, le visage blêmissant, Zhang Wei et Li Shen. Avocats spécialisés en commerce international. Ils nous ont conseillé l'an dernier. La salle explosa en voix. Comment cela avait-il pu passer inaperçu? Qui d'autre était impliqué? Depuis combien de temps préparait-il cela? Richard leva la main, faisant taire tout le monde. À quelle heure est le virement? 8h53. 7 minutes. Annulé. Bloquez tout. Et appelez le FBI. Pendant que Jennifer exécutait les ordres, Richard se dirigea vers la fenêtre. Thomas l'observait, incertain de devoir rester ou partir. Alors le milliardaire parla sans se retourner. « Tu as sauvé mon entreprise, garçon. 50 millions auraient disparu et il m'aurait fallu des mois pour les retracer. Peut-être des années. » Il se retourna enfin. « Comment puis-je te remercier pour ça? »« Je ne veux rien, monsieur. Je voulais juste aider. »« Je le sais. C'est pour ça que je vais insister. » Richard esquissa un sourire fatigué. « Mais d'abord, attrapons ces 2-là. » Le FBI arriva en 20 minutes. 2 agents en costume sombre écoutèrent Thomas raconter l'histoire pour la 3e fois. L'un d'eux, l'agent Morrison, semblait impressionné. L'enfant a une mémoire photographique. Et ce niveau de maîtrise du mandarin à 9 ans? Exceptionnel. On peut l'utiliser, demanda Richard. Comment ça? Laissez le virement se faire. Tracez l'argent. Utilisez le garçon pour identifier personnellement les hommes.
Prenez-les en flagrant délit. Morrison réfléchit. Risqué, mais efficace. Si l'enfant peut les identifier avec certitude et témoigner de ce qu'il a entendu, nous avons un dossier solide. Thomas sentit son cœur s'emballer. Je peux. Je les ai vus de près. Je les ai suivis pendant 2 jours. Richard s'agenouilla devant lui. Tu es sûr? Ça peut être dangereux. Ce sont des criminels professionnels. Je suis sûr. Ils doivent payer pour ce qu'ils ont essayé de faire. Et ainsi, à 8h58 du matin d'un vendredi ordinaire à Chicago, 52 millions de dollars furent transférés vers un compte aux îles Caïmans. Mais cette fois, chaque centime était suivi par satellite par le FBI. Et Zhang Wei et Li Shen, assis confortablement dans le bureau de Harrison Street en fêtant cela au champagne, n'avaient aucune idée qu'un garçon de 9 ans était sur le point de tout détruire. À 10h15, des agents fédéraux envahirent le bureau. Zhang tenta de supprimer des fichiers de l'ordinateur. Li tenta de fuir par l'escalier de secours. Aucun des deux n'y parvint. Thomas observait depuis l'intérieur d'un van du FBI garé de l'autre côté de la rue. Lorsque les 2 hommes furent amenés menottés sur le trottoir, l'agent Morrison lui montra une photo. Ce sont eux. Thomas regarda à travers la vitre teintée. Zhang, le grand sûr de lui. Li, le nerveux et plus petit. Ils étaient exactement comme il s'en souvenait. Ce sont eux. J'en suis absolument sûr. Morrison acquiesça. Alors c'est fait. Mais quand Thomas pensa que tout était terminé, Jennifer reçut un appel. Son visage devint blanc tandis qu'elle écoutait. Lorsqu'elle raccrocha, elle regarda Richard avec de la terreur dans les yeux. Nous avons un problème. Zhang et Li ne travaillaient pas seuls. L'argent a été transféré vers 3 comptes différents. Et l'un d'eux, elle avala difficilement sa salive, appartient à quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise. Le silence qui suivit fut assourdissant. Un traître interne. Quelqu'un de proche de Richard. Quelqu'un en qui il avait confiance. Et cette personne était encore libre, probablement en train de détruire des preuves à cet instant même. Richard serra les poings. Qui? Nous ne savons pas encore. Mais il y a plus. Jennifer montra le téléphone. Ils viennent de recevoir une alerte. Ils savent qu'ils ont été découverts. Et la 3e personne est en fuite en ce moment. Thomas sentit un frisson glacé. Soudain, cela cessa d'être une simple victoire. Ce n'était que le début de quelque chose de bien plus grand et plus dangereux que quiconque aurait pu l'imaginer. Et sans s'en rendre compte, il s'était placé au centre même d'une conspiration qui impliquait bien plus que 2 avocats cupides. Quelqu'un de puissant était derrière tout cela. Quelqu'un qui savait désormais exactement qui avait ruiné le plan parfait. Richard Caldwell ne dormit pas cette nuit-là. Assis dans son bureau à 3 heures du matin, il passait en revue chaque document, chaque email, chaque transaction des 6 derniers mois. Quelque part dans cette montagne de papier se trouvait l'identité du traître. Quelqu'un qu'il saluait tous les jours. Quelqu'un qui lui souriait en réunion tout en planifiant sa destruction. Thomas non plus ne réussit pas à dormir. Allongé sur le matelas mince, il écoutait la respiration de son petit frère et pensait à l'expression de terreur sur le visage de Jennifer. La 3e personne est en fuite maintenant. Ces mots résonnaient dans son esprit comme une alarme. Le samedi matin, une voiture noire vint chercher Thomas et sa mère. Elle était terrifiée, serrant la main de son fils avec force. « Je ne comprends rien à tout ça, Thomas. Pourquoi le FBI veut-il encore te parler? Je te promets que tout ira bien, maman. » Mais il n'en était pas sûr. Au siège du FBI, l'agent Morrison les accueillit avec une expression grave. « Nous avons de nouveaux besoins de ton aide, Thomas. » Les choses se sont compliquées. Il expliqua. Zhang et Li avaient tout avoué en échange d'une peine réduite. Le plan était encore plus vaste qu'il ne l'imaginait. Ce n'était pas seulement un vol. C'était le premier mouvement d'une opération visant à détruire Caldwell Construction de l'intérieur, à provoquer la faillite, afin que des concurrents chinois puissent racheter l'entreprise à un prix dérisoire. « Et le traître interne ?» demanda Richard, assis à côté de Thomas. « Nous avons 3 suspects. Tous ont accès au compte. Tous étaient présents aux bonnes réunions. Mais aucune preuve concrète pour l'instant. » Morrison posa 3 photographies sur la table. James Carter, directeur financier. Il travaille avec vous depuis 12 ans. Sandra Okonkwo, responsable des opérations internationales. 8 ans dans l'entreprise. Et Daniel Voss, votre vice-président. 15 ans à vos côtés. Richard pâlit. Non, ce ne peut être aucun d'eux. Je fais confiance à ces 3-là avec ma vie. C'est précisément pour ça que l'un d'eux est parfait pour ce rôle, dit Morrison froidement. Ils savent comment vous pensez. Ils connaissent vos habitudes.
Ils ont votre confiance. Et l'un d'eux vous a vendu pour de l'argent. Thomas regarda les photos. 3 visages souriants. Professionnels. Réussis. Comment savoir lequel cachait un cœur traître? De quoi avez-vous besoin de moi? Demanda-t-il. Morrison soupira. Zhang a mentionné que le traître interne ne sait toujours pas que nous les avons arrêtés. La communication a été coupée volontairement. Nous pensons que cette personne va tenter de prendre contact dans les 48 prochaines heures pour découvrir ce qui s'est passé. Et vous voulez que je écoute? Exactement. Zhang a dit qu'il communiquait toujours en mandarin par précaution. Nous avons intercepté les téléphones des 3 suspects. Mais nous avons besoin de quelqu'un de fluent pour surveiller les conversations en temps réel. Notre traducteur officiel est à Washington et n'arrivera pas avant lundi. La mère de Thomas lui serra le bras. Non. Il a 9 ans. C'est un travail pour des adultes. Je le ferai, maman. Thomas, non. Je dois le faire. Il regarda Richard. Vous m'avez aidé quand personne n'était obligé de le faire. Maintenant, c'est à mon tour de rendre ça pour de vrai. Richard posa la main sur l'épaule du garçon. Ta mère a raison d'être inquiète. Mais je te promets que je protégerai ton fils. Il ne sortira pas de mon champ de vision une seule seconde. Après de longues négociations et des garanties de sécurité, la mère de Thomas accepta. Mais elle fit jurer à Richard sur la Bible qu'il n'arriverait rien au garçon. Le milliardaire le jura. Pendant tout le week-end, Thomas resta dans une salle de surveillance du FBI, avec un casque sur les oreilles, écoutant 3 vies différentes. James Carter passait son temps au club de golf, se plaignant de ses enfants adolescents. Sandra Okonkwo se disputait avec son mari au sujet de la rénovation de la maison. Daniel Voss répondait sans cesse à des appels professionnels, stressés et explosifs. Rien en mandarin. Rien de suspect. Thomas commença à penser que le traître savait peut-être déjà tout et n'essaierait pas de reprendre contact. Mais le dimanche soir, à 23 heures, alors qu'il s'endormait presque sur la table de surveillance, l'un des téléphones sonna. C'était le téléphone de Daniel Voss. Thomas enfila rapidement le casque. La voix à l'autre bout parlait en mandarin. Elle était hésitante, nerveuse. « Ouais? Li? Où êtes-vous » Personne n'a répondu au téléphone de toute la journée. Le virement a-t-il été effectué? Daniel répondit en mandarin fluide, avec un accent natif. « Qui est là? Vous avez disparu. » Thomas sentit le sang se glacer dans ses veines. Daniel Voss. Le vice-président. 15 ans de confiance. 15 ans de loyauté feinte. La voix à l'autre bout paniqua. Quelque chose a mal tourné. Je dois tout annuler. Détruis les fichiers. Efface toute connexion entre nous. Attends, explique-moi clairement ce qui s'est passé. Je n'ai pas le temps. Ils ont attrapé Wei et Li. Quitte le pays maintenant. La communication fut coupée. Thomas retira le casque, tremblant. Morrison le regarda. Alors. C'était lui. Daniel Voss. Il parlait parfaitement le mandarin. La personne à l'autre bout l'a averti que Zhang et Li avaient été arrêtés. Elle lui a ordonné de détruire les preuves et de fuir. Morrison cria des ordres dans la radio. Équipe 3 et 5, encerclez la résidence de Daniel Voss. Il ne doit pas quitter la ville. Richard était sous le choc. Daniel. Mon Dieu. Daniel. Mais lorsque les agents arrivèrent à la maison de Voss 20 minutes plus tard, elle était vide. Ordinateur détruit. Documents brûlés dans la cheminée. La voiture du garage avait disparu. Il s'est échappé, dit Morrison, furieux. Il a dû détecter la surveillance. Thomas sentit la défaite peser lourdement dans sa poitrine. Ils étaient si proches. Mais alors il se souvint de quelque chose. La voix au téléphone. La personne qui l'a appelé. Quoi? Elle a dit « quitte le pays maintenant ». Mais elle n'a pas dit quel pays. Elle n'a donné aucune instruction. C'était comme si… Thomas fronça les sourcils, essayant de se souvenir exactement, comme s'ils avaient déjà convenu à l'avance d'un lieu de rendez-vous au cas où quelque chose tournerait mal. Morrison se pencha vers lui. Tu arrives à te souvenir de quelque chose dans la conversation qui indique où il est allé. Thomas ferma les yeux, rejouant chaque mot dans sa tête. Puis il les ouvrit soudain. La personne a dit « Nous t'attendons à l'endroit que nous avons convenu quand tu étais à Shanghai. » Daniel a répondu « Compris, je vous vois dans 2 jours. » Shanghai? Il va en Chine? Non. Thomas secoua la tête. Elle a dit « Quand tu étais à Shanghai. » Passé. Ils ont dû convenir d'un point de rencontre quand Daniel a visité Shanghai auparavant. Mais où?
Richard prit son téléphone. Je peux obtenir l'agenda de voyage de Daniel des 5 dernières années. Je reviens. Pendant qu'ils attendaient, Thomas continua à repasser la conversation. Il y avait autre chose. Un détail minuscule que son cerveau avait capté sans qu'il puisse l'identifier consciemment. Richard revint avec une liste. Daniel est allé à Shanghai 4 fois au cours des 2 dernières années. Toujours pour le travail. Travail ou tromperie? Murmura Morrison. Thomas prit la liste. Il étudia les dates. Puis il vit. Regardez ça. 3 voyages ont duré 3 jours. Réunion, visite de fournisseurs, dîner avec des partenaires. Mais celui-ci, il montra du doigt, a duré 7 jours. Et dans son rapport de frais, il y a un billet pour Vancouver au milieu du voyage. Morrison écarquilla les yeux. Vancouver. Canada. Près de la frontière. Facile de traverser illégalement vers les États-Unis. Et si c'était le point de rendez-vous? Suggéra Thomas. Ils se retrouvent à Vancouver, attendent que la poussière retombe, puis disparaissent définitivement. Richard regarda le garçon avec un respect grandissant. Comment as-tu pensé à ça? Ma mère regarde beaucoup d'émissions d'enquête à la télévision, dit Thomas avec un sourire timide. Morrison était déjà au téléphone avec les autorités canadiennes. Nous avons besoin d'une surveillance immédiate dans tous les aéroports. Vol vers Vancouver dans les 24 prochaines heures. Non, Daniel Voss. 2 heures plus tard, Daniel fut repéré à l'aéroport O'Hare, tentant d'embarquer sur un vol pour Vancouver avec un faux passeport. Lorsque les agents l'encerclèrent à la porte d'embarquement, il tenta de courir. Il n'y parvint pas. Ramené à Chicago menotté, Daniel Voss se retrouva enfin face à Richard Caldwell. Le silence entre eux était lourd de trahison. « Pourquoi » demanda Richard, la voix brisée. « 15 ans, Daniel. 15 ans. » Daniel ne répondit pas. Il détourna simplement le regard, la défaite inscrite sur son visage. Mais Thomas connaissait la réponse. Il l'avait entendue dans l'enregistrement téléphonique. La cupidité, le ressentiment, l'ambition. Daniel pensait mériter davantage. Qu'il aurait dû être le propriétaire de l'entreprise. Alors il décida de détruire tout ce qu'il ne pouvait pas avoir. Alors que Daniel était emmené, Richard s'agenouilla devant Thomas. « Tu n'as pas seulement sauvé mon entreprise. Tu as sauvé ma vie. Comment puis-je te remercier ?» Et Thomas, le garçon de 9 ans qui vendait des chewing-gums parce que sa famille avait besoin de survivre, dit quelque chose que personne n'attendait. « Je veux apprendre, » dit Thomas, la voix ferme malgré les larmes dans les yeux. « Je veux vraiment étudier. Dans une bonne école. Je veux apprendre plus de langues. Je veux devenir quelqu'un qui aide les gens, comme vous m'avez aidé. » Richard Caldwell sentit quelque chose se briser en lui. Ce n'était pas une demande d'argent. Ce n'était pas une exigence égoïste. C'était un rêve. Simple. Pur. Impossible pour un garçon pauvre de Chicago sans aide. « Tu étudieras dans la meilleure école de cette ville, » dit Richard, la voix nouée par l'émotion. « Je te le promets. » Mais avant que le moindre plan puisse être élaboré, l'agent Morrison intervint avec urgence. « Nous avons un problème. Daniel Voss refuse de coopérer. Il ne veut pas révéler qui d'autre est impliqué dans l'opération. Et sans ces informations, le réseau reste actif. » Richard se leva. « Laisse-moi lui parler. » Ça ne servira à rien. Il a déjà décidé de purger sa peine en silence. Quelqu'un lui a promis de s'occuper de sa famille s'il garde la bouche fermée. Alors qu'est-ce qu'on fait? Morrison regarda Thomas. « En fait, j'ai une idée. Mais elle va exiger du courage de ce garçon. » 20 minutes plus tard, Thomas était assis dans une salle d'interrogatoire froide, séparé de Daniel Voss seulement par une table métallique. L'homme qui avait été vice-président de l'une des plus grandes entreprises de construction des États-Unis portait maintenant un uniforme orange de détenu. Daniel regarda le garçon avec mépris. « Ils ont envoyé un enfant pour m'interroger? Pathétique. »« Je ne suis pas venu t'interroger, » dit Thomas calmement. « Je suis venu te raconter une histoire. Je n'ai aucun intérêt pour les histoires. Celle-ci, tu voudras l'entendre. » Thomas se pencha en avant. Elle parle d'un homme très intelligent qui a tout planifié à la perfection. Il a travaillé 15 ans à gagner la confiance. Il a appris le mandarin couramment en secret. Il a noué des contacts en Chine. Il a monté des sociétés écrans. Il a préparé des documents falsifiés impeccables. Daniel ne dit rien, mais ses yeux brillèrent d'une curiosité réticente. Cet homme était si intelligent qu'il a presque réussi, continua Thomas. Mais il a commis une erreur. Une petite erreur. Il a sous-estimé les personnes qu'il considérait comme invisibles.
invisible. Comme moi. Un garçon pauvre qui vend des chewing-gums. Qui apprend des langues avec des voisines parce qu'il n'a pas d'argent pour l'école. Qui fait attention quand tout le monde ignore. Thomas fit une pause. Vous êtes passé devant moi 12 fois au cours des 3 derniers mois. Je vends à l'angle de votre immeuble. Vous ne m'avez jamais vu. Pas une seule fois. Quelque chose changea sur le visage de Daniel. Une fissure dans son armure d'arrogance. Tu sais ce qui est drôle, poursuivit Thomas. Pendant que je surveillais les appels, j'ai entendu quelque chose que personne d'autre n'a remarqué. Lors de la dernière conversation que vous avez eue avec votre contact en Chine, il a dit quelque chose d'étrange. Il a dit « Wang va être déçu ». Wang. Pas Wei ou Li. Wang. Daniel avala difficilement sa salive. Le FBI a pensé que c'était juste un autre nom. Mais moi, je me suis souvenu. Quand j'ai entendu la première conversation, 3 jours plus tôt, les 2 Chinois ont mentionné qu'ils devaient rendre des comptes à quelqu'un d'important. Ils n'ont pas dit le nom. Mais maintenant je sais. Wang. Ça ne prouve rien, murmura Daniel. Ça prouve qu'il y a quelqu'un au-dessus de vous. Quelqu'un qui est libre pendant que vous pourrissez ici. Quelqu'un qui a promis de s'occuper de votre famille, mais... Thomas marqua une pause dramatique. Est-ce qu'il le fera vraiment? Ou êtes-vous juste une autre pièce jetable? Daniel serra les poings. Tu ne sais rien. Alors explique-moi. Parce que dans ma tête, ce Wang vous a laissé tomber. Il savait que Wei et Li avaient été arrêtés, mais ne vous a pas prévenu à temps. Il vous a laissé tenter de fuir comme un rat désespéré. Pourquoi? Parce que vous aviez déjà rempli votre rôle. Le compte était configuré. L'argent a été transféré. Vous n'étiez que l'intermédiaire. Jetable. Tais-toi. La famille qu'il a promis de protéger. Thomas inclina la tête. Le FBI enquête. Et devinez quoi? Ils n'ont trouvé aucune preuve que quelqu'un envoie de l'argent à votre femme et à vos enfants. Aucun virement. Aucun contact. Rien. Daniel devint livide. Morrison entra alors dans la salle avec un dossier. Nous venons de confirmer. Votre femme fait face à une saisie immobilière. Les factures sont en retard. Votre fils aîné a dû quitter l'université parce que l'argent est épuisé. Il jeta des documents sur la table. Où est la protection promise, Daniel? L'homme saisit les papiers de main tremblante. Ses jambes commencèrent à fléchir. Des larmes coulèrent sur son visage vieilli. Ils m'ont trahi, murmura-t-il. Ils m'ont utilisé et m'ont trahi. Donnez les noms, ordonna Morrison. Tous les noms. Et peut-être pourrons-nous conclure un accord qui protégera vraiment votre famille. Daniel regarda Thomas. Le garçon de 9 ans qui avait démantelé tout le plan. Puis, brisé et vaincu, il commença à parler. Au cours des 3 jours suivants, l'opération du FBI s'étendit à 5 États et 3 pays. Wang Shufen, le véritable chef de la conspiration, fut arrêté à Hong Kong alors qu'il tentait d'embarquer pour Singapour. 7 autres dirigeants corrompus furent identifiés et arrêtés. Des documents révélèrent que le plan ne visait pas seulement Caldwell Construction, mais des dizaines d'entreprises américaines au cours des 5 prochaines années. C'était une opération d'espionnage industriel à une échelle massive. Et tout cela fut empêché parce qu'un garçon pauvre avait entendu une conversation qui n'était pas destinée à ses oreilles. Lorsque l'affaire devint enfin publique, les médias explosèrent. Des journaux du monde entier voulaient interviewer Thomas. Les émissions de télévision appelaient sans arrêt. Les offres affluaient de toutes parts. Mais Richard tint sa promesse. Il protégea Thomas d'une exposition excessive. Il veilla à ce que lui et sa famille soient relogés dans un appartement sûr et confortable. Il inscrivit le garçon à la Lincoln Academy, l'école privée la plus prestigieuse de Chicago. Le premier jour de classe, Thomas portait un uniforme neuf et un sac à dos rempli de livres. Sa mère pleura de joie en le déposant au portail. Mais la véritable surprise arriva 2 semaines plus tard. Richard convoqua Thomas et sa mère à une réunion dans son bureau. Lorsqu'ils arrivèrent, ils trouvèrent non seulement le milliardaire, mais aussi des avocats et un représentant de la fondation Caldwell. « Thomas, tu m'as demandé une éducation. Mais tu mérites plus que ça. » Richard fit glisser un dossier sur la table. « Je crée un fonds éducatif à ton nom. Le fonds Thomas Silva pour les enfants multilingues. Il offrira des bourses complètes à des enfants à faible revenu qui démontreront un talent pour les langues. » Thomas ne parvenait pas à parler. Sa mère se couvrit la bouche, sanglotant. « Tu as montré que le talent existe partout, » poursuivit Richard. « Dans la rue, dans les bidonvilles, dans les endroits que la société choisit d'ignorer. Combien d'autres enfants comme toi existent, invisibles, brillants, sans opportunité? » Il sourit. « Nous allons trouver ces enfants.
Et nous allons leur donner la chance que tu reçois aujourd'hui. Monsieur Caldwell, Thomas chercha ses mots. Il y a plus. Quand tu auras terminé le lycée, une bourse complète t'attendra dans l'université de ton choix. Et un emploi garanti dans mon entreprise, si tu le veux. Mais quelque chose me dit que tu feras des choses bien plus grandes que travailler pour moi. Thomas laissa enfin couler ses larmes. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes d'espoir, d'avenir, de possibilités qu'il n'avait jamais imaginé atteindre. Je serai à la hauteur, dit-il, la voix ferme malgré l'émotion. Je promets d'aider d'autres enfants. Je prouverai que vous ne vous êtes pas trompé en investissant en moi. Richard posa la main sur l'épaule du garçon. Tu l'as déjà prouvé. Au moment où tu as décidé d'avertir un étranger d'un danger, alors que tu aurais simplement pu ignorer. À ce moment-là, tu as montré plus de caractère que la majorité des adultes que je connais. Cette nuit-là, dans les journaux, le titre ne portait pas sur la conspiration internationale démantelée, ni sur les millions récupérés ou les criminels arrêtés. Le titre qui émut le pays disait « Garçon de 9 ans qui a sauvé un empire milliardaire reçoit une chance de changer le monde ». Et ce n'était que la première page de l'histoire de Thomas Silva. 7 ans plus tard, Thomas Silva se tenait sur la scène de la Lincoln Academy en recevant son diplôme de fin d'études secondaires avec les plus hautes distinctions. À 16 ans, il parlait déjà couramment 7 langues, le portugais, l'anglais, le mandarin, l'espagnol, le français, le japonais et l'arabe. Sa moyenne générale était parfaite. Des lettres d'admission de Harvard, Yale, Stanford et du MIT étaient posées sur sa table à la maison. Mais ce qui rendait Thomas le plus fier n'était pas ses réussites académiques. C'était le fait que, dans cette salle, étaient assis 23 enfants portant le même uniforme que lui. 23 enfants issus de communautés pauvres de Chicago qui étudiaient désormais dans la meilleure école de la ville grâce au fonds Thomas Silva. Parmi eux se trouvait Miguel, un garçon de 10 ans qui avait appris le russe avec des immigrés dans le quartier où il vivait. Il y avait aussi Keisha, une fille de 12 ans, couramment créolophone haïtienne, qui rêvait de devenir diplomate. Chacun de ces enfants portait une histoire de talent invisible qui avait enfin été reconnue. Richard Caldwell était assis au premier rang, les cheveux plus gris mais le sourire aussi chaleureux que ce jour pluvieux d'il y a 7 ans. À ses côtés, la mère de Thomas pleurait de fierté. Elle ne nettoyait plus des bureaux 16 heures par jour. Elle travaillait désormais comme coordinatrice administrative du fonds éducatif lui-même, aidant à identifier et à soutenir d'autres familles dans le besoin. Lorsque vint le moment pour Thomas de prononcer son discours en tant que major de promotion, le silence s'empara de l'auditorium. Tous connaissaient son histoire. Le garçon qui avait sauvé un empire en écoutant une conversation en mandarin. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était ce qu'il allait dire maintenant. Quand j'avais 9 ans, commença Thomas, la voix ferme mais douce, j'étais invisible. Des milliers de personnes passaient devant moi chaque jour sans me voir. J'étais juste un autre garçon pauvre vendant des chewing-gums. Sans valeur. Sans importance. Jetable. Il fit une pause, laissant les mots pénétrer. Mais j'avais un talent. Un talent que j'ai appris d'une voisine gentille qui n'avait aucune obligation de m'enseigner quoi que ce soit. Et ce talent, caché à l'intérieur d'un garçon invisible, a fini par tout changer. Pas seulement pour moi. Pour des centaines de personnes. Peut-être des milliers. Thomas regarda les enfants boursiers. Combien de talents sont cachés en ce moment même chez des enfants que la société choisit de ne pas voir? Combien de génies existent dans les bidonvilles, les périphéries, les quartiers oubliés? Combien de personnes brillantes n'auront jamais la chance de briller parce qu'elles sont nées au mauvais endroit, dans la mauvaise famille, avec la mauvaise couleur de peau? La salle était complètement silencieuse. J'ai eu de la chance. J'ai entendu la bonne conversation au bon moment. J'ai rencontré un homme bon qui a décidé de m'aider. Mais la chance ne devrait pas être nécessaire. Aucun enfant ne devrait dépendre de la chance pour avoir une éducation, pour avoir un avenir, pour être vu. Il inspira profondément. Aujourd'hui, j'annonce que je n'irai pas à Harvard. Je n'irai pas à Yale. Je vais fonder quelque chose de plus grand. Un institut international de langue pour les enfants à faible revenu. Nous allons identifier des talents linguistiques dans les communautés pauvres du monde entier. Nous allons former ces enfants. Et nous allons les placer dans des positions où ils pourront changer le monde. La salle éclata en applaudissements. Richard se leva, les larmes aux yeux. Mais Thomas n'avait pas encore terminé. Et il y a plus. J'ai reçu une proposition de l'ONU. Ils veulent créer un programme pilote utilisant des enfants multilingues comme pont culturel dans les zones de conflit. Des enfants qui comprennent plusieurs langues peuvent être traducteurs, médiateurs, bâtisseurs de paix. J'ai accepté. Et je vais consacrer les 10 prochaines années de ma vie à cela. Les applaudissements devinrent assourdissants.
Mais au milieu de toute cette célébration, Thomas croisa le regard de Richard. Et entre eux passa une compréhension silencieuse. Gratitude. Fierté. Un amour paternel qui transcendait le sang. Après la cérémonie, Richard et Thomas marchèrent seuls sur le campus. « Tu es sûr de toi ?» demanda Richard. Renoncer à des universités prestigieuses? La plupart des gens tueraient pour ces opportunités. Je vais étudier. Simplement d'une autre manière. Je vais apprendre en faisant. Je vais créer quelque chose qui compte maintenant, pas dans 4 ans. Richard rit. Tu as grandi si vite. Parfois, j'oublie que tu es encore techniquement un enfant. J'ai cessé d'être un enfant le jour où j'ai entendu cette conversation. Le jour où j'ai décidé qu'il fallait agir même quand personne ne croyait en moi. Ils s'arrêtèrent près de la fontaine au centre du campus. Richard se tourna vers le garçon qui avait sauvé son entreprise et était devenu quelque chose de bien plus grand que cela. Tu sais ce que j'ai appris grâce à toi, Thomas? Que la gentillesse est un investissement. Quand je me suis arrêté pour t'aider ce jour de pluie, je n'attendais rien en retour. Je l'ai fait parce que c'était juste. Mais ce moment minuscule, ces $100, ont engendré quelque chose d'extraordinaire. Tu as sauvé 50 millions. Mais plus que cela, tu as changé ma façon de voir le monde. Et toi, tu as changé toute ma vie. Non. J'ai simplement ouvert une porte. C'est toi qui l'as franchie. C'est toi qui as travaillé. Qui as étudié. Qui t'es consacré. Je n'ai fait que donner une chance. Le reste était entièrement à toi. Thomas sourit. Alors mettons-nous d'accord sur le fait que nous nous sommes changés l'un l'autre. 3 ans plus tard, l'Institut Silva des langues globales avait des antennes dans 12 pays. Plus de 2000 enfants recevaient une éducation linguistique gratuite. Des dizaines d'entre eux avaient déjà obtenu des bourses dans des universités internationales. 5 travaillaient comme traducteurs à l'ONU. Thomas, à 19 ans, devint la plus jeune personne à prendre la parole devant l'Assemblée générale des Nations unies. Son thème, les talents invisibles et l'avenir de la paix mondiale. Le discours fut diffusé dans 190 pays. Des millions de personnes regardèrent. Et à la fin, il raconta son histoire. L'histoire d'un garçon pauvre qui avait entendu une conversation en mandarin et décidé de faire ce qui était juste. Nous avons tous des moments comme celui-là, dit-il face aux caméras. Des moments où nous pouvons choisir d'agir ou d'ignorer. D'aider ou de passer notre chemin. De voir ou de rester aveugle. Chaque petit choix crée des vagues. Des vagues qui peuvent devenir des tsunamis de changement. Il fit une pause, regardant directement la caméra. Richard Caldwell m'a donné $100 un jour de pluie. Je lui ai rendu l'appareil en sauvant son entreprise. Il m'a donné une éducation. J'ai créé un institut qui a déjà changé des milliers de vies. Il a planté une graine de gentillesse. J'ai transformé cette graine en une forêt. Les mots résonnèrent dans la salle. Alors je vous pose la question, quelle graine plantez-vous aujourd'hui? Quels enfants invisibles ignorez-vous? Quels talents cachés ne voyez-vous pas? Car la prochaine personne qui changera le monde est peut-être en train de vendre des chewing-gums au coin de votre rue en ce moment même. Lorsque Thomas termina, le silence dura 3 secondes. Puis toute l'assemblée se leva dans une ovation. Des diplomates de pays qui se parlaient à peine applaudissaient ensemble. Parce que ce message transcendait la politique, la religion, les frontières. C'était une question d'humanité. De voir l'invisible. De croire au potentiel qui existe partout, attendant simplement une chance. Ce soir-là, Richard regardait le discours depuis sa maison à Chicago. À 68 ans, retraité de l'entreprise qu'il avait bâtie, il consacrait son temps au travail philanthropique. Mais voir Thomas sur cette scène, éloquent et puissant, était sa plus grande réussite. Son téléphone sonna. C'était Thomas. Tu as regardé? Oui. Je pleure comme un bébé. Thomas rit. Je ne serais pas sur cette scène sans toi. Et je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui sans toi. Alors nous sommes quittes. Nous ne serons jamais quittes. Mais c'est beau aussi. Ça veut dire que cette histoire ne se termine jamais. Elle continue de se multiplier. Et c'était vrai. L'histoire du garçon qui avait écouté les Chinois était devenue une légende. Elle inspirait des films, des livres, des programmes scolaires. Mais plus important encore, elle inspirait l'action. Des personnes partout dans le monde commencèrent à prêter attention aux enfants invisibles. Des programmes similaires à l'Institut Silva apparurent dans 50 pays. Des millions furent investis dans l'éducation d'enfants défavorisés. Tout cela parce qu'un garçon de 9 ans avait décidé qu'un acte de gentillesse méritait d'être rendu. Et parce qu'un milliardaire avait décidé qu'il valait la peine d'investir en quelqu'un que la société jugeait sans valeur. Si vous avez aimé cette histoire incroyable, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo.
Laissez dans les commentaires ce que vous en avez pensé et de quelle ville ou de quel pays vous regardez. Ces histoires de transformation et d'espoir sont là pour nous inspirer tous à voir le potentiel extraordinaire qui existe chez les personnes autour de nous. Parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin, c'est d'une chance, d'une opportunité, d'un regard qui voit au-delà des apparences. Car les talents ne choisissent pas de codes postaux. Ils existent partout, attendant d'être découverts.